Au niveau de Jude, tu as constaté aussi ça, au niveau des enfants, les témoignages des enfants. Écoutez, lors de la campagne dernière contre la mendicité des enfants, j'ai loué 7 enfants. Je les ai loués. Et je les ai reçus dans un studio. Juste qu'on comprenne, tu t'es fait passer... Non, j'ai envoyé des personnes parce que la personne qui loue doit être fiable de façon à garantir le retour de l'enfant. D'accord. Je suis passée... Donc tu es rentré dans la filière. Oui, oui. Undercover. Tu t'es infiltré en fait. Oui. Non, je suis restée loin, mais... Oui, mais bon, enfin, ton association... oui. Et tu as pu louer 7 enfants que j'ai reçus dans un studio d'enregistrement, que j'ai interviewé pendant plus d'1 heure chacun. Ces enfants sont âgés entre 3 et 13 ans. On leur a appris par cœur quoi raconter. Alors, dans ces enregistrements, on constate clairement qu'il y a mensonge. Comme, par exemple, l'enfant explique que non, papa est parti, maman, elle est malade, elle ne peut pas travailler, et j'ai pris l'initiative d'aller mendier, et je pars tout seul, et je ramène ça à ma maman. 3 ans, c'est pratique. Par la suite, on apprend que c'est une voiture avec chauffeur qui vient récupérer le gamin depuis chez lui, qui le ramène jusqu'au lieu de travail et qui reste... On en est à ce point-là. Oui. Alors, on constate qu'il y a mensonge, mais les enfants insistent. Et même si on lui fait comprendre qu'on a compris qu'il ment, il insiste. Et donc, le seul moyen... Et toute la procédure judiciaire... Alors, la procédure judiciaire, moi, je veux juste revenir à l'éducation. Parce que, finalement, c'est quoi dans un pays qui se respecte, je ne dis pas que le nôtre ne se respecte pas, mais sur certains points, il y a encore du boulot, notamment sur ce point-là. Respecter justement la jeunesse et ses enfants, le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Aujourd'hui, normalement, la scolarisation est obligatoire. Oui, et on a même un chapitre intéressant sur le préscolaire qui devient maintenant un vrai sujet, et on a même un ministre brillant sur ce département qui va, j'espère, prendre ce sujet très au sérieux. C'est vrai que le point de départ, c'est pas la solution, mais c'est le point de départ d'une série de solutions et de tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire cet enfant, il y a un mardi matin à 10h, on le voit dans la rue. Il n'a rien à faire dans la rue. S'il n'est pas à l'école, il faut, par constat d'huissier de justice, acter que cet enfant qui est supposé être à l'école ne l'est pas, ses parents. Est-ce qu'il faut une police spéciale? Il faut une police spéciale. Merci, il faut une police sociale. Nous, citoyens, on envoie un huissier à chaque truc. C'est ce qui est fait actuellement en Inde, et ça paye. Il y a une police spéciale qui circule et qui constate, et dès qu'elle constate, elle arrête. Aujourd'hui, cette guerre se joue là-dessus. On parle de guerre déjà, le vocable. Cette guerre, il y a déjà une guerre de l'information. Évidemment, toute guerre veut dire qu'il y a propagande derrière. Et puis bon, il faut quand même dire la vérité, c'est que les médias marocains sont restés quand même assez sages. Ils ont un peu suivi la politique de la diplomatie marocaine qui a évité de répondre. Ça a toujours été le cas. Pas vraiment. Mais dans cette crise-là, depuis 1 an, 2 ans, les médias marocains se sont montrés plutôt réservés. Contrairement aux médias algériens, qui bizarrement, plusieurs sites, plusieurs médias qu'on estimait indépendants se sont vraiment ralliés systématiquement à la propagande d'Algérie. Je parle par exemple de TSA, d'El Watan, des médias qui sous l'ère Bouteflika étaient quand même beaucoup plus indépendants que certains médias marocains. Bizarrement, depuis 1 ou 2 ans, on remarque certaines tensions chez les médias algériens. Oui, effectivement. Aujourd'hui, le temps n'est pas le même. Selon qu'on analyse ce qui se dit au niveau des médias marocains ou ce qui se dit au niveau des médias algériens, c'est vrai que le temps n'est pas le même. Il arrive qu'il y ait des dérapages du côté des médias algériens, un peu plus que des dérapages du côté des médias marocains. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Maintenant, cette guerre, entre guillemets, de désinformation se joue au niveau des médias, mais elle se joue aussi au niveau des réseaux sociaux, chez monsieur et madame tout le monde, chez les particuliers. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui des techniques connues, qui sont utilisés pour pouvoir créer des perceptions, pour pouvoir créer des mouvements de masse au niveau des réseaux sociaux. Dans le jargon, ça s'appelle de l'astroturfing. De l'astro Astroturfing. Astroturfing. Astroturfing, c'est un mot un peu barbare, bizarre. Ça s'appelle mais Nabil a toujours des mots savants, tu sais. Toutes les techniques. On dirait le mot d'une friandise australienne. Exactement.
il y a une origine, mais bon, c'est pas le moment d'en parler. Mais en tout cas, ce sont toutes les techniques qui sont utilisées pour créer une perception, du coup, dans laquelle on va faire de la distorsion d'information. Ouais. On va travailler de manière à ce que les gens à qui on destine les messages développent une perception. Donc alors là, c'est quoi, de l'astroturfine algérienne ou algéro-marocaine? C'est quoi Très honnêtement, il est des deux côtés, il est dans les deux sens. Aujourd'hui, il y a un travail de création de perception. Si vous posez une question à un Marocain, qu'est-ce qu'il va retenir de l'Algérie? Il va retenir le batata, il va retenir les manques, il va retenir les longs queues sur les butins de gaz. Alors que probablement la réalité socio-économique en Algérie n'est pas forcément, elle est peut-être pas bonne, mais elle n'est pas aussi dramatique, catastrophique et dramatique qu'on est en train de nous montrer. Donc du coup, finalement, et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour le peuple algérien. Et de l'autre côté, c'est l'htab, c'est chacun y va. Chacun y va de ces éléments pour essayer de créer une perception, que ça soit là ou que ça soit là, que chez le voisin, ça va très mal, c'est mauvais. Du coup, ce que dit en tout cas notre communication officielle, va dans ce sens-là, il ne fait que corroborer. Alors, donc, justement... Alors, par contre, juste pour que je sois assez juste par rapport à ça, très clairement, c'est plus mesuré de l'autre côté vis-à-vis de nous que nous vis-à-vis d'eux. Développer la couverture sociale dans un pays où il y a beaucoup d'informels, c'est aussi un challenge monumental, on va pas se mentir, mais justement, cette notion de travailleur non salarié, pour toi, c'est quoi un travailleur non salarié? Sans t'étendre, après on aura la version littérale de la CNSS. Qui est indépendant. Première chose que je te dirais, indépendant, travailleur non salarié est un travailleur indépendant, mais si tu pars selon ce que dit la loi, c'est comme tu as dit si bien tout à l'heure, c'est qu'il soit déclaré, qu'il existe. Oui. D'accord? Qu'il existe fiscalement. Ouais. Fiscalement. Bah oui, donc, soit taxe professionnelle, personne physique, soit auto-entrepreneur. Voilà, indépendant et soit déclaré artisan, fiscalement. soit quelque chose. Qu'il existe. Qu'il ait un statut. Le travailleur non salarié au niveau de la CNSS, en fait, c'est quoi? C'est un peu plus large, puisque on intègre tout le monde. Tous ceux qui ont une activité, selon la définition du HCP, du Haut Commissariat au Plan, qui définit la statistique ou l'individu statistique au Maroc. Donc toute personne ayant une activité qui est rémunérée ou qui fait entrer une ressource. Indépendamment de sa déclaration au fisc ou autre système. Donc, je vous donne l'exemple. Non, mais je vais le répéter parce que ça, c'est aussi super important. Tu vois, la définition n'est pas la même. Tout à fait. Suivant la CNSS et suivant le HCP, dès qu'il y a un revenu, peu importe qui déclare aux impôts, qui déclare pas, le Mohim, ça va être, on va dire, volontaire, non, obligatoire, mais il faut qu'il y ait une identification quand même qui vienne de la part du potentiel assuré. Tout à fait. Donc, c'est tout l'enjeu. C'est comment déterminer ces espaces. Mais ça veut dire que ça va de la profession libérale, médecin, architecte, pharmacien, etc., jusqu'au plombier, menuisier, l'agriculteur du champ, qui a un petit bout, un lopin de terre un hectare. Une infirmière indépendante. Tout à fait. Toute cette panoplie-là rentre dans le champ des travailleurs non salariés, des TNS, concernés par cette nouvelle réforme.